Donc la meilleure horloge au monde, ah ouais, on finit sur la maquette de la meilleure horloge au monde. Alors là, je vous ai vraiment fait la maquette la plus pourrie pour finir. Donc il ne faut pas m'en vouloir, mais celle-là, elle est vraiment terrible, quoi. Les physiciens, jusqu'à peu, je vous montrerai les derniers récents progrès, mais jusqu'à peu, pour fabriquer le temps le plus précis au monde, utilisent des fontaines atomiques. Et donc je vous ai fabriqué une fontaine atomique ici à la maison. Alors, ma fontaine atomique, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc je vais la ramener en direct en essayant de ne pas la casser. La voilà. Vous allez voir, elle est particulièrement redoutable. Voilà, la fontaine atomique. Alors, de quoi est composée une fontaine atomique? Une fontaine atomique est composée de 3 objets, en gros. Premier objet, vous allez voir, alors c'est pas un moule à tarte, ce truc-là, c'est, vous l'avez reconnu évidemment, hein, regardez bien, c'est 4 rayons laser. 2, 3, 4. Alors en fait, il y en a 6, mais j'ai pas pu faire les 2 autres, c'était trop compliqué pour moi. Mais en gros, des rayons laser qui pointent tous à peu près vers la même zone, qui est ici le centre de mon moule à tarte. Donc là, vous avez une zone sur laquelle tapent des lasers. Je vous expliquerai après pourquoi. Deuxième partie du montage, cet objet-là, qui est ce qu'on appelle une cavité micro-ondes. C'est un peu comme un four à micro-ondes. Ça va envoyer des micro-ondes ici. D'accord? Bon. Et puis, c'est bien foutu, on peut régler la fréquence, c'est-à-dire la forme de ces ondes-là, avec ce magnifique régleur de fréquence. Et puis, dernier ingrédient essentiel, un autre laser. Vous voyez, il est superbe, il est ici, qui se trouve en bas de l'expérience. Alors, quelle est la vraie taille de l'expérience? Eh bien, c'est ça. Elle fait à peu près 1 ou 2 mètres de haut. Donc, je l'ai presque fait à l'échelle, en gros. Comment ça marche? Alors, première étape, vous allez prendre... Alors là, il va falloir que j'arrive à me filmer en direct. Ça va être une galère. C'est pas grave, on va essayer. Voilà, je suis comme ça. Donc, première étape, vous prenez des atomes. Alors, les voilà, mes atomes. Donc, j'ai plein de petits atomes qui font n'importe quoi et qui bougent dans tous les sens parce que c'est un gaz. Et vous allez le mettre au milieu du moule à tarte. Ce moule à tarte, c'est un piège atomique. Les lasers, quand ils tapent sur les atomes, si on les règle bien, vont ralentir les atomes, ils vont les freiner. Dès que les atomes vont essayer d'avancer dans une direction, ça va donner un petit recul. Et donc progressivement, dans ce piège atomique, votre nuage de gaz va commencer à se calmer, et finalement former une petite boule d'atomes. Et cette boule-là, elle est toute calme. Elle est ici, elle ne bouge presque plus. Si j'essaie de trouver la température de cette boule, elle est au millionième de degré du zéro absolu. C'est un des objets les plus calmes de l'univers, hein. Bien plus calme que quoi que ce soit à l'état naturel. Donc vous avez fabriqué une boule d'atomes très calme. Alors ça, c'est grâce à des physiciens qui ont travaillé sur le refroidissement des gaz, notamment un Français, Cohen Tanuji, et puis des Américains aussi, qui ont eu le prix Nobel pour ça. Donc c'est une technique remarquable pour piéger les atomes et les immobiliser. Donc j'ai maintenant une boule d'atomes immobilisée ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est dérégler un peu ces lasers-là, pour que la boule d'atomes parte vers le haut. Alors l'astuce, en fait, c'est qu'il y a un laser en dessous, il suffit juste de le changer un petit peu pour que ça fasse partir la boule vers le haut. Et la boule monte. Elle monte, elle monte, elle monte. Puis au bout d'un moment, elle a son poids qui la ramène vers le bas, comme une fontaine. Vous envoyez une fontaine vers le haut, ça redescend, et elle redescend, elle redescend, elle redescend, elle redescend. Elle repasse par le piège, elle redescend, elle redescend, elle redescend. Et maintenant, elle va passer devant le rayon laser. Regardez bien, attention, et elle passe devant le rayon laser, et elle tombe, et il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé parce qu'on n'a pas mis la bonne fréquence. Et donc, ce qu'on va faire, c'est refaire exactement la même expérience, mais en changeant un tout petit peu la fréquence, et réessayer. Et vous allez voir que, à une fréquence particulière, il va se passer un truc prodigieux. On va imaginer que j'ai réglé cette fréquence, je refais l'expérience. J'ai ma boule d'atome très calme, elle est là, et puis je la fais monter. Elle monte, elle monte, elle monte. Mais là, j'ai réglé exactement la fréquence pour que les ondes, quand elles tapent dans les atomes, créent ces transitions atomiques. Soudain, les atomes vont changer de caractéristiques, vont changer de nature. On va utiliser pour ça des atomes de césium ou de rubidium, par exemple. Donc ils ont changé de nature, puis ils montent, ils montent, ils montent, ils montent. Puis ils retombent, ils retombent, ils retombent. Et ils se retapent une deuxième transition. Ils sont passés une fois, une deuxième fois. Alors en physique quantique, on dit qu'il y a interférence entre les deux trajets. Disons, pour faire simple, on va imaginer qu'ils ont été excités par ces micro-ondes, parce qu'on a choisi la bonne fréquence. Donc maintenant, j'ai des atomes excités, et ils descendent. Ils descendent. Ils ont été mis, souvenez-vous, dans un nouvel état. Et cet état, il a une propriété remarquable, c'est que si on tape dessus avec un laser à la bonne fréquence, regardez, c'est ce qui va arriver maintenant. Attention, attention, attention. Il fluoresce. Vous avez vu, je vous refais l'effet spécial tellement c'est beau. Attention, attention, ça descend, les atomes descendent, descendent, descendent. Et au passage devant le laser, ils envoient un petit spot de lumière. Comme tout à l'heure, ma molécule. Donc là, les atomes en retombant, je vous le refais une dernière fois, retombent, retombent, retombent,
fluorescent et s'éteignent. Et donc, si vous repérez la fluorescence, je casse tout, si vous voyez les atomes s'allumer comme ça veut dire que vous avez tapé exactement à la bonne fréquence. Alors cette fréquence pour le césium, par exemple, elle est à peu près à 9 GHz. Et donc, ça va vous permettre de définir, vu que vous définissez une période, de définir un temps, comme le pendule tout à l'heure. Et avec ça, vous allez définir un des temps les plus précis au monde. On peut définir le temps avec, je sais pas, 13 ou 14 chiffres après la virgule. C'est ces fontaines atomiques qui définissent actuellement le temps dans le monde de façon officielle. Le Bureau des poids et mesures a décidé que la seconde était définie à travers cette transition de l'atome de césium et avec une fontaine atomique qu'on pouvait le mesurer de façon hyper précise. Donc ça, c'était ma maquette, peut-être la plus pourrie de la journée, il faut bien le dire. Hop, je la repousse un peu plus loin. Voilà les vraies fontaines atomiques. Elles ont quand même plus de gueule que mon escabeau. C'est des objets incroyables du point de vue de l'instrumentation. Il y en a plusieurs dans le monde. Je vous en présente une ici, par exemple. Et donc, on reconnaît cette espèce de tube de colonne dans laquelle montent les atomes pendant 1 mètre, en gros, et au bout de laquelle ils redescendent et ils sont illuminés par le laser. Et ça permet de construire une seconde qu'on va ensuite partager pour toute l'humanité, et chacun aura exactement la même seconde définie par la physique quantique. Donc, ceux qui parfois disent que la physique quantique, c'est le monde du flou, de l'imprécis, de l'incertitude, eh bien, le temps que vous utilisez, il est défini par la physique quantique. Et on peut même dire aussi que le mètre et la seconde sont définis grâce à la physique quantique. Donc c'est une des sciences les plus précises qu'on connaisse actuellement, c'est juste qu'il faut savoir ce qu'on veut mesurer. Alors si on regarde comment ont évolué les horloges au cours des temps, eh bien, au tout début, c'était pas terrible, hein. Les pendules, ils étaient à 1 ou 2 secondes près par jour. Un bon pendule, ça dérive de quelques secondes par jour. C'est déjà pas mal, hein. Ensuite, les montres mécaniques, vous avez vu, on a pu descendre jusqu'à 1 seconde par jour et ensuite 0,1 ou 0,01 secondes par jour. C'est déjà remarquable. Et puis sont arrivées les montres à quartz. Les montres à quartz utilisent l'effet piézoélectrique du quartz et on descend jusqu'à 10-4, c'est-à-dire 0,0001 secondes par jour. Ça devient incroyablement précis. Et puis arrive le monde de la physique quantique avec les fontaines atomiques. Regardez le chiffre qu'il y a en face, 10 puissance moins 12. Ça veut dire que la fontaine atomique permet de définir la seconde avec 12 chiffres après la virgule. 1,0001, 12 fois, d'accord, une sensibilité incroyable. On sait faire encore mieux de nos jours. La nouvelle révolution, c'est ce qu'on appelle les horloges optiques. C'est pas très différent des horloges atomiques que je vous ai montrées là, sauf qu'au lieu d'utiliser des micro-ondes, on utilise de la lumière visible. Et ça permet de gagner sur la figure du mérite et de gagner sur la sensibilité. Et les horloges actuelles peuvent descendre jusqu'à la picoseconde, 10 puissance moins 12 secondes de dérive par jour. La précision d'une horloge pareille, ça veut dire que si on la démarre au début de l'âge de l'univers, eh ben elle va prendre en gros que 1 seconde de retard ou d'avance par rapport à une autre horloge à l'heure actuelle au bout de quelques milliards d'années. Donc c'est des horloges d'une sensibilité, d'une précision absolument fabuleuse. Et je remercie Christophe Solomon à qui j'ai piqué ce graphe et qui présente ça très bien sur Internet si vous voulez aller voir sa conférence. Vous tapez Christophe Salomon temps et vous trouverez des conférences qu'il a faites sur le sujet qui sont bien plus précises que les miennes. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à définir le temps et définir le temps aussi précisément. Est-ce que c'est vraiment utile? Alors oui, c'est vraiment utile parce que ça permet aussi de définir par exemple les satellites GPS. Comment ça marche le GPS? Comment est-ce qu'on sait sur son téléphone quand on regarde les coordonnées GPS où on se trouve sur la carte en direct? En fait, il y a des satellites partout dans l'univers, autour de la Terre plutôt, et on a en général à chaque fois 3 ou 4 satellites pas trop loin qui nous envoient des petites ondes en nous disant quelle heure il est pour eux. Il suffit qu'on regarde le temps qu'a mis l'onde jusqu'à nous arriver et on peut reconstituer par triangulation où on se trouve sur Terre. Mais pour ça, il faut qu'ils aient une horloge ultra précise. Et donc, à bord de ces satellites, il y a des horloges atomiques. Et c'est ces horloges atomiques qui définissent le temps des satellites et qui permettent d'avoir la précision qu'on a à quelques mètres près sur les GPS. Donc, ça a une vraie utilité pratique et matérielle. Il faut même en plus faire des corrections relativistes pour définir le temps vraiment avec une précision redoutable. J'en ai fini de toutes mes expériences du jour, de toutes mes recherches incroyables du jour. Vous avez vu qu'à chaque fois, on est parti d'expériences assez simples, faites en appartement avec les moyens du bord, pour finir sur des recherches ultra contemporaines. La physique est la même, c'est juste qu'on a raffiné l'outil de mesure, raffiné la manière de le sonder, de le mesurer, et qu'on peut, dans ces cas-là, repousser les frontières de la connaissance en mesurant mieux et plus finement. Donc la physique, c'est pas seulement faire des découvertes nouvelles et incroyables, c'est aussi améliorer des dispositifs. Vous avez vu les progressions, par exemple, dans les microscopes? Soudain, quand on mettait une petite vis et que soudain on gagnait incroyablement en résolution, la physique, c'est aussi ça, c'est aussi un travail très technique, d'ingénierie, pour inventer les outils les plus précis et les plus fins au monde, qui permettent de voir des phénomènes qu'on n'aurait pas vus jusque-là. Et déjà, voir la vitesse du son dans un appartement, c'est remarquable, ça montre la qualité des capteurs dans un smartphone.